On est avec Pénélope. Salut Pénélope. Salut, Comment ça va? ça va super bien. On te voit aujourd'hui pour ton album Les Culottés. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Ce sont des portraits de femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. C'est mon sous-titre qui est très bien trouvé. Je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce d'invisibilité des femmes dans... Alors l'histoire avec un grand H, évidemment, ça on le sait, mais aussi en général de personnages un peu charismatiques auxquels se rattacher dans plein de domaines, dans les arts, dans la science, voilà. Comme on dit, tu sais que l'histoire est écrite par les vainqueurs, bah, je pense qu'elle est aussi écrite par les hommes et que du coup, il y a... Moi, quand j'étais petite, je suis passée à côté de plein de personnages dont j'avais jamais entendu parler. C'est-à-dire que c'est pas forcément les femmes les plus brillantes ou très belles ou très bien nées. En fait, chacune avec sa main de départ a fait des choses extraordinaires. Et du coup, j'avais envie de juste les mettre en avant de manière hyper succincte. Donc c'est au maximum d'histoires qui font 8 pages. Juste pour qu'on se dise mais j'avais jamais entendu parler d'elle et que au mieux on a envie d'en savoir plus et au pire juste petit à petit ça fasse son chemin l'idée que dès comme ça il y en a des milliers en fait et que juste on n'en parle jamais. Mais du coup, c'est des femmes qui viennent de domaines hyper variés en fait. Ouais, et puis surtout d'époques et de milieux et de pays très différents. Il y en a qui sont dans la Chine médiévale, d'autres qui sont des actrices de l'âge d'or d'Hollywood, d'autres de la Renaissance en Afrique. Le point commun de toutes ces femmes, c'est qu'à toutes les époques, elles ont eu à faire face à beaucoup d'adversités. Déjà parce que c'était des époques qui étaient difficiles, mais aussi parce qu'être une femme, c'est double ration d'adversité de toute façon. Puisque en plus de te battre contre les mêmes choses que les hommes, tu dois aussi te battre contre des présupposés de la société, contre l'époque qui attend des choses de toi, contre parfois leur mari, leur père. On leur interdit de faire des études. En gros, chacune a dit « Ouais, mais on va quand même plutôt faire comme moi j'avais dit », alors que tout était contre elle au départ. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a donné un déclic en mode je vais faire cet album? En fait, j'en avais plein en tête depuis hyper longtemps, parce que je lis beaucoup de bio et parce que à chaque fois que je tombe dans le vortex de, tu vois, entendre parler de quelqu'un sur internet ou en grattant un peu, je me rends compte que c'est quelqu'un qui a une histoire incroyable et généralement c'est plutôt les histoires de femmes qui me fascinent. Et j'en étais venue à un point où je me disais mais en fait je vais faire que des bios toute ma vie parce que j'ai envie de raconter toutes ces femmes pendant 800 pages. Et c'est là que je me suis dit non en fait parce que je ne vais pas vraiment passer 10 ans à faire des bios. Donc j'ai plutôt me débarrasser de toutes ces histoires qui me polluent une bonne fois pour toutes. Et je me suis dit peut-être qu'en fait on n'a pas besoin de trouver un prétexte incroyable pour raconter l'histoire de cette femme et d'imaginer une histoire hyper fouillée. J'ai pas besoin de caler leur histoire à l'intérieur d'une autre, de faire un truc d'arrière-plan. En fait, cette vieille dame qui a sauvé un phare, elle suffit à être racontée. En fait, cette actrice qui a joué que des rôles de méchante toute sa vie parce qu'elle aurait bien aimé jouer les jeunes romantiques mais qu'elle était moche, et ben en fait, peut-être que ça serait suffisant comme histoire, quoi. J'ai trouvé le bon rythme qui était une par semaine. Comme ça, je peux pas m'attarder trop dessus non plus. Parfois, il y avait des histoires qui, sur le papier, étaient super, qui étaient parfaites. C'est des femmes qui avaient, par exemple, qui avaient été la première à faire un truc que personne n'avait jamais fait avant. Mais moi, ça me faisait pas du tout vibrer, j'étais pas émue par leur histoire. Et inversement, il y avait des histoires où finalement, elles n'ont pas fait grand-chose. Et du coup, la difficulté, c'est de réussir à transmettre quand même l'amour que j'ai pour elles. Et pourquoi je les admire. Ce que je fais en général, comme j'avais une semaine pour les faire, c'est que pendant 2 jours, je lis. Pendant une journée, j'écris. Pendant une journée, je dessine. Et une journée, je fais la couleur. Et tu dis qu'il y en a certaines dont tu t'es sentie enfin dont tu te sentais vraiment proche et tout. Est-ce qu'il y en a une en particulier dont l'histoire t'a vraiment touchée? Tove Jansson, c'est celle qui a le lien le plus évident avec moi parce qu'on fait le même métier. Donc c'est la dame qui a fait les Moumines. Et ça a toujours été vraiment un modèle pour moi de façon de gérer sa carrière parce qu'elle a fait les Moumines, donc qui était un super carton, mais elle détestait les Moumines parce qu'elle n'en pouvait plus d'être l'esclave de ce truc qu'elle devait produire tout le temps et qu'elle avait fait un peu par accident, mais elle voulait être peintre. Et en fait, je trouve que c'est vraiment l'artiste la plus courageuse parce qu'à un moment, elle s'est dit bah ouais, mais en fait, est-ce que je vais passer ma vie à m'obliger à faire un truc que les gens adorent ou est-ce que je vais me dire en fait YOLO quoi. Mais c'est vraiment, je trouve que Tove Jansson, elle a fait ça, c'est de se dire oh, mais moi ce que j'aime en fait, c'est être sur une île déserte avec ma meuf et construire des cabanes. Et en fait, je m'en fous de faire les Moumines. Et donc à un moment, elle a donné les histoires des Moumines à son frère qui dessinait super bien. Elle lui dit allez, bonne route champion, c'est toi qui vas faire les Moumines à partir de maintenant. Et moi, je vais aller faire des cabanes avec ma meuf sur une île déserte. Et elle a peint. Et elle a fait sa vie et je trouve que c'est vraiment cool. Elle-même se rendait bien compte que ce qu'elle produisait sous la contrainte, en fait, ça ne marchait pas. Et que ce qui compte, c'est pas de faire ce dans quoi on est bon, mais c'est de faire ce qu'on aime. Et ça paraît hyper gnangnan dit comme ça. Mais en fait, je me suis dit, mais en fait, si on comprenait tout ça très jeune, on gagnerait tellement de temps. Plutôt que de se dire, ouais, mais quand même, je suis hyper bon en maths, donc il faut faire des maths. Je dis, ouais, mais en fait, si ce que t'aimes dans la vie, en fait, c'est faire des chiens en ballon gonflable,
Si c'est vraiment ça que t'aimes faire pendant des heures, en fait, il faut faire ça et on s'en fout des maths. On sent vraiment ta proximité avec cet artiste. Quand tu fais parler quelqu'un dont t'as pas de vrais documents, parce que le point commun aussi de toutes ces femmes-là, c'est qu'elles sont relativement pas très très connues. Globalement, j'ai peu de littérature sur les gens. Donc ça, c'était un peu une difficulté pour raconter la vie de ces femmes-là. Sauf qu'en fait, c'est au contraire hyper agréable parce que du coup, c'est à toi de combler tous les trous. L'avantage de réussir à trouver une passerelle entre ton sujet et toi, c'est que du coup, il suffit que tu projettes en elle toutes les émotions que toi tu as et tu arrives très bien à imaginer comment elle vit les choses et tu arrives plus facilement à imaginer les choses qui ont dû être des blessures, les trucs qui ont dû la rendre très heureuse. Donc c'est presque une étape obligatoire pour rendre un personnage vivant, de l'incarner. Et pour l'incarner, le seul moyen que tu as, égoïstement, c'est de te dire en quoi elle me fait penser à moi. Et justement, tu disais que la plupart d'entre elles, elles étaient vraiment pas connues. Tu m'as déjà un peu expliqué qu'en gros, tu discutais avec des gens et du coup, tu prenais des notes. Mais comment t'as fait pour trouver toutes ces femmes dont t'as parlé? En trouvant 40 fois plus à la base et en choisissant que certaines en fait. Parce que, je sais pas, je dois passer 200 heures par jour sur Internet, comme tout le monde à peu près. Donc de fil en aiguille, tu tombes sur des trucs. T'as aussi des choses qui sont un peu comme des agrégateurs de profils cool. Par exemple, tous les cratères de Vénus sont nommés après des femmes super cool. Donc tu dis, tiens, je vais me faire la liste de tous les cratères de Vénus et je vais voir qui sont à chaque fois ces femmes-là. Et après, c'est aussi une façon de tordre un petit peu la réalité pour te dire, j'imagine de la même manière qu'un journaliste peut tout d'un coup être hyper excité parce qu'il sent le scoop, il y a des trucs où vraiment tu sens l'histoire, quoi. Parfois des personnages que j'ai toujours aimés et un jour j'ai découvert, tu vois, exemple, Margaret Hamilton, l'actrice qui joue la sorcière du Magicien d'Oz. Mon lien avec elle, c'est que je pense que Le Magicien d'Oz, c'est le film que j'ai vu le plus de ma vie depuis que je sais mettre en route un magnétoscope, un objet que certains d'entre vous n'ont pas connu. Je sais, voilà, je regarde Le Magicien d'Oz et je connais le film par cœur. J'ai toujours été terrorisée par cette femme-là, donc on a un lien qui est quand même assez fort. Enfin, j'allais me cacher dans les scènes où elle apparaissait, il fallait que je quitte la pièce quand j'étais petite, tellement elle me faisait peur. Et un jour, j'ai appris qu'en fait, son premier métier, c'était qu'elle était institutrice et qu'elle avait eu des enfants autour d'elle tout le temps, et qu'en fait, c'était une mamie gâteau hyper gentille qui adorait les enfants. Et surtout, j'ai appris que dans cette scène, qui est la scène qui me fait le plus peur, qui est le moment où elle disparaît dans un nuage de feu, qu'en fait, elle a vraiment été brûlée à ce moment-là, et qu'en fait, elle a été à l'hôpital pendant 3 mois. Bon, là, typiquement, t'as un peu ton antenne à l'histoire qui fait... Et tu dis, oh là là, c'est complètement fou comme histoire. Tu cherches par l'autre bout, et tu te rends compte que parmi tous ces gens-là, même si du coup ça te fait encore plus te dire ok, comment c'est possible que j'en ai jamais entendu parler? Comment c'est possible qu'on ait à ce point fait l'impasse sur toutes ces femmes-là? Comment ça peut à ce point ne pas avoir intéressé les gens qui ont décidé qui étaient les personnages marquants de l'histoire? Pourquoi systématiquement elles ont été invisibilisées comme ça? Donc en plus ça m'a énervée. Et ça c'est aussi un très bon combustible pour écrire, c'est d'être très très énervée. Et en général ce que je fais c'est que je regarde si elles ont écrit une autobio. Parce que ça, c'est vraiment la mine d'or, l'autobio, parce qu'il n'y a pas le prisme de quelqu'un qui a raconté l'histoire d'eux. Et s'il y a une autobio, je la lis en prenant des notes, je me mets dans des états pas possibles. Il y a un des portraits que j'ai fait, mais par la suite, qui est dans le deuxième, qui est le portrait de Poulane Devi, la reine des bandits. Donc son autobio, où c'est un viol collectif toutes les 10 pages depuis qu'elle a 9 ans, c'était vraiment hardcore. Et en fait, ça me mettait hors de moi de lire, et j'avais vraiment envie d'arrêter de le lire. Et puis je me suis dit, c'est le genre de mauvaise raison pour pas raconter l'histoire de quelqu'un. Ces femmes-là, quand elles ont une histoire trop horrible, on dit non, on va pas raconter, c'est trop horrible. Quand c'est une histoire qui paraît pas suffisamment marquante, parce que par exemple aussi, elles sont dans des pays dont on ne s'est pas assez intéressé à l'histoire. C'était le cas avec Agnodis par exemple. Ce qui est marrant, c'est que je regardais les commentaires sur le site du Monde où c'était prépublié. Et le Agnodis, donc, est la première gynécologue de la Grèce antique. Et j'ai eu une espèce de levée de bouclier de gens qui m'ont dit oui, enfin, sauf que son existence n'est pas approuvée techniquement. Je dis, et donc c'est pas une bonne histoire? On est sur des femmes qui peuvent finalement servir de modèle. Alors je voulais savoir si toi, t'avais le souvenir de qui avait été ton premier modèle féminin. C'est une question dure, j'avoue. Ouais, c'est une question dure, surtout que ce qui est hyper triste, c'est que les filles, on est tellement encouragées à avoir des modèles masculins. Quand on est petite, on a envie d'être Indiana Jones, en fait. On n'a pas envie d'être la fille avec Indiana Jones, parce qu'à part crier en agitant les bras et en bougeant ses seins, elle fait rien. Comme les héroïnes dans la fiction sont rarissimes, ou caricaturales, ou un peu hystériques, ou un peu connes, je pense que instinctivement, naturellement, dès qu'on est toute petite, on se dit ok, donc les mecs, c'est les cools. Donc d'accord, c'est moi, je veux être ça, je veux être le mec cool, en fait. Et on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent comme héroïne vraiment bien. Et moi, je me souviens, alors c'est con, hein, mais la première BD que j'ai lue, où je me suis dit, alors elle est vraiment, vraiment badass, elle est vraiment cool, c'était le manga Gun, et Gali, l'héroïne,
où j'étais vraiment genre, mais attends, elle est vraiment, déjà, elle se bat hyper bien. Et en plus de ça, elle est trop cool, elle a un super style. Et elle a des émotions et de la vulnérabilité tout le temps. C'est pas du tout, ça joue pas contre elle. C'est pas, ah, c'est une fille, elle est tout le temps en train de chialer. C'est bah ouais, elle chiale et alors tu vas faire quoi? Et je me suis dit, ok, elle est vraiment cool. Et du coup, j'arrêtais pas de la dessiner tout le temps et de la recopier. Et je me suis dit, ok, c'est bon, c'est mon modèle. Bon, c'est embêtant parce que c'est un robot. Donc c'est embêtant comme modèle pour s'accomplir dans la vie, si tu veux. Mais du coup, ça m'avait vraiment ouvert un petit pan comme ça de ah, mais attends, en fait, il y a plein de meufs hyper cool. Et je me suis rendu compte que dans la BD, il y en avait plein. Que par exemple, dans les BD de Hernandez, que je recommande tellement, Locas, tellement cool. Les filles, elles sont hyper cool. Et sans pour autant avoir besoin d'un rôle caricatural, un peu de sidekick, de mec un peu con. Il n'y a pas besoin, en fait, pour qu'un personnage soit cool, que le personnage d'à côté ait l'air d'être un peu le teubé de l'histoire. Donc, en fait, il y a plein d'héroïnes dans la BD. Je pense que le manga en a vraiment apporté beaucoup. Ce qui explique d'ailleurs, à mon avis, ça peut pas être les gens peuvent pas ne pas voir que c'est aussi pour ça que les filles se sont intéressées au manga. En fait, c'est juste parce que ah bah tiens, on a des représentations. Et puis du coup, après, les séries se sont mises aussi à avoir des personnages féminins un peu plus intéressants que être la bonasse ou être la conne, quoi. Juste avant Les Culottés, t'as sorti California Dreaming, qui était aussi une biographie. Pourquoi c'est devenu ton genre de prédilection? Mais c'est pas du tout mon genre de prédilection. En fait, c'est mon genre de lecture de prédilection. Et donc, j'avais besoin de régler la question des bios. Et vraiment, l'avantage qu'avec Les Culottés, je sais que c'est bon, c'est terminé, maintenant je vais pouvoir faire de la fiction. Parce que quand tu as lu une histoire qui t'habite complètement, quand à chaque fois que t'en parles, t'as ta veine sur le côté de la tête qui fait comme ça et que tu bafouilles parce que t'es complètement exalté par cette histoire-là, il faut que tu presses le truc et que tu le vides jusqu'à ce que tu puisses passer à autre chose et que ce soit réglé. Il y a déjà plein de bonnes bios en BD qui existent. Il y a déjà des auteurs qui font très bien des bios de femmes. Catel fait des bios de femmes très bien. Là, elle sort une bio de Joséphine Baker. Je pense qu'elle va être super, je l'ai pas lu, mais j'aime trop la fiction pour faire toujours des bios. Mama Cass dans California Dreaming, c'est à peine une bio, parce qu'il y a tellement peu d'éléments véridiques dedans qu'elle m'a servi de point de départ pour imaginer une histoire que j'avais envie de raconter, qui est complètement fantasmée, dans laquelle je peux mettre autant d'autobio que je veux, en cachette. Enfin, c'est hyper pratique le fourre-tout de la bio, parce qu'en fait ça veut rien dire. À moins d'être un historien qui fait la bio d'un empereur, auquel cas tu as une littérature haute comme ça, et 50 000 personnes qui vont aller faire du fact-checking, en fait tu fais bien ce que tu veux. C'est un accident chronologique si 2 fois de suite j'ai fait ça. Et en plus de ça, pour moi, c'est vraiment 2 exercices super différents. Là, il y avait cet enjeu de la prépublication hebdo, qui fait que je suis obligée de survoler complètement le truc et de plutôt mettre une étincelle pour dire « Ah, il y a telle femme, vous la connaissez pas ». Voilà, mais c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour de la question de la bio. La prochaine fois, je vais faire de la grosse fiction qui se passera sur une autre planète et il n'y aura rien de réaliste. Voilà. C'est vraiment un projet ou... Non, mais ça pourrait. Je trouve qu'on voit vraiment une évolution dans ton travail depuis le début, notamment avec California Dreaming et Les Culottés. Ton trait, il est plus mature et tes sujets sont plus graves. Du coup, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui quand tu relis par exemple Joséphine? Il faut savoir que je suis ultra bon public de mes propres livres et quand je lis Joséphine, je ris. Voilà, hein, je le dis vraiment honnêtement, c'est que je fais « Oh, c'était pas mal ça, dis donc. Ah, mais dis donc, c'était bien dessiné. » Je suis vraiment mon meilleur public, je pense. Et heureusement, parce que sinon ce serait vraiment dur comme métier. Il y a forcément une évolution, tu vois, elle est sûre. À chaque fois, tu te dis « Ah tiens, j'ai une idée, j'ai envie de faire tel truc. » Tu te demandes si tu as vraiment envie de passer un an ou 2 dessus. Et si oui, tu commences à le faire sans trop y réfléchir. Et puis en fait, au bout d'un moment, c'est un livre. En fait, moi, c'est des marqueurs temps de ma vie. Je me souviens exactement ce que je faisais, ce que j'écoutais comme musique en le faisant. Même si je trouve, par exemple, que c'est mal dessiné, que la narration, il y a plein de problèmes. Parce que, heureusement, à chaque fois que je regarde un livre que j'ai fait avant, j'en vois tous les défauts. Mais j'ai la même indulgence et le même enthousiasme qui est de me dire c'est toujours moi en fait. Donc ouais, il y a 10 ans, j'étais comme ça et je trouve ça bien. Et si demain je devais faire une BD qui parle de la vie d'une nana qui est en proie à des drames sentimentaux et tout ça, je pense que je raconterais exactement de la même manière une histoire qui n'a rien à voir parce que je raconterais celle de quelqu'un qui moi aujourd'hui j'aime bien et j'espère vraiment que dans 10 ans je regarderai celui-là et je me dirai la même chose. Je me dirai ah non mais sérieusement tu les aimais comme ça. Mais je dirais non mais je me souviens qu'à ce moment-là j'étais vraiment exaspérée par plein de choses dans la société, dans l'image de la femme, et j'avais vraiment hyper besoin de faire ce livre-là. Et puis comme en plus, dans 10 ans, tous ces problèmes-là n'existeront plus, parce que les femmes auront une vie beaucoup plus cool et une image vachement plus cool, je me dirais, ce n'est plus la peine de le faire. C'était pendant la Paris Comics Expo, j'étais allée à une conférence sur les femmes dans les comics.
Et il y avait une auteure de comics américaine qui avait dit « C'est bien beau de parler de ça, mais nous, on aimerait bien être invités pour autre chose que pour parler des femmes dans. Ouais. » Et est-ce que tu as ce même regard, ce même problème? C'est de moins en moins le cas parce que maintenant les journalistes savent que c'est un sujet hyper touchy et qu'il faut surtout pas dire ça. Surtout depuis Angoulême l'an dernier et la polémique qu'il y a eu autour du Grand Prix. Les premières années où je bossais, c'était au maximum la troisième question qu'on me posait quand vraiment il y avait des détours. Mais la première question, c'est alors c'est comment d'être une fille dans la BD? C'est quand même la première question et c'est une des réclamations, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, du collectif des femmes, des auteurs de bande dessinée, c'est de dire est-ce que 3 minutes on pourrait plutôt en premier parler du fait qu'on est auteur avant du fait qu'on est des femmes en fait, parce que c'est quand même aussi con que de dire vous pensez qu'il y a une BD de roues? Est-ce que vous pensez que les roues écrivent des histoires de roues pour les roues? En fait, je trouve que c'est insultant, évidemment pour les auteurs, de sous-entendre qu'il y a un genre de littérature que tu fais, parce que comme tu es une femme, en fait comme tu as un vagin, tu as forcément certaines histoires à raconter, et tu sais pas en raconter d'autres surtout. Et c'est aussi insulter le lectorat en fait, de dire bah ça tu devrais bien aimer parce que c'est un truc de fille. Alors en fait je suis capable de lire plein de choses. Et l'an dernier, donc quand on avait fait ce fameux événement du collectif, l'idée c'était de montrer des planches de bande dessinée au public, de leur montrer plein de planches diverses, et de dire selon vous, sans réfléchir comme ça, première réponse, à ton avis c'est une planche qui a été dessinée par un homme ou par une femme? Et pourquoi? Et tu voyais comme ce truc a vraiment été mis en place de plein de manières dans la tête des gens. C'était ah bah ça c'est de l'autobus donc je pense que c'est une fille, bah il y a de la bagarre, je pense que c'est un mec. Et tu disais ça va vraiment prendre du temps et de la pédagogie de défaire ce truc. Après ça c'est le problème dans plein de domaines, mais que homme ce soit par défaut et femme ce soit un aspect incroyable dont il faut qu'on parle quoi. Je trouve que c'est assez insultant en fait. Mais honnêtement il faut quand même être positif. C'est quand même beaucoup moins le cas depuis 2 ou 3 ans. Parce que aussi je pense que le petit côté waouh est un peu retombé, tu vois. On a un peu arrêté de dire, de trouver comme dénominateur commun, de faire par exemple une rubrique avec 5 BD faites par des filles, incroyable. Tu vois, comme en fait il y a quand même vraiment beaucoup de meufs dans la BD maintenant. On dit bon ben 5 BD en fait.